dimanche en politique, c'est notre grand angle. Elisabeth Borne passe à l'offensive. La première ministre française a donné un long entretien au journal Le Parisien. La date des 100 jours approche. 100 jours pour relancer le quinquennat après la crise des retraites. Les rumeurs de remaniement bruissent plus que jamais. Avec nous pour ce dimanche en politique, Perrine Tarnaud. Bonsoir, bonjour. Bonsoir. Toujours directrice de l'information de Public Sénat et en direct de Vilnius, alors que le sommet de l'OTAN se prépare. Il s'ouvre mardi. Richard Verly, le correspondant du site d'information blic.ch. Bonjour, bonsoir. Richard, merci d'être avec nous. Alors je suis sûre que tous les deux, vous avez lu donc cet entretien fleuve. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé, Perrine Tarnaud ? C'est une nouvelle offensive d'Elisabeth Borne pour évidemment se maintenir à Matignon. Elle le dit et le ressouligne dans cette interview. Elle est bien à son poste, elle souhaite continuer à sa tâche et elle met en garde d'ailleurs les éventuels postulants, ceux qui aimeraient la remplacer. C'est un job très difficile et on ne se rend pas compte à quel point. Évidemment, elle fait le bilan de son action. Elle est là depuis un an à Matignon et le bilan donc des 100 jours qui avait été fixé par Emmanuel Macron pour tenter de sortir du dossier des retraites. Et pour elle, le compte y est, c'est-à-dire qu'elle a avancé sur beaucoup de dossiers. On va voir cette petite phrase où elle dit que, elle a une formule effectivement très techno, très administrative pour dire voilà, moi j'ai mon tableau Excel devant moi, tous les chantiers sont passés au vert, on a délivré. Voilà, on a délivré, c'est la formule effectivement. Exactement, très techno, très administrative et elle n'est pas du tout dans la communication politique. Alors c'est bien d'être une chef de gouvernement qui agit, qui remplit son tableau Excel comme elle le dit, mais il manque tout le volet communication politique. Quel message on délivre aux Français, quelle vision on donne de ce qu'on veut développer pour la France. Et là, c'est encore une fois ce qui manque dans l'interview d'Elisabeth Borne. Richard, est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce qu'elle est encore une fois, c'est souvent ce qu'on lui reproche, trop techno, Elisabeth Borne ? Je crois que le reproche est justifié. Effectivement, la référence au tableau Excel est quand même pas très heureuse dans le contexte actuel après ce qui s'est passé dans les banlieues. Et moi, il y a une autre chose qui m'a frappé, c'est qu'au fond, elle n'arrive pas à imprimer sa différence. Elle répète des choses sur le plan de la sécurité que dit des gens comme Gérald Darmanin. Elle n'est pas, au fond, Elisabeth Borne n'existe pas en tant que chef du gouvernement autonome. Certes, elle dirige l'équipe, mais on ne sait toujours pas après la lecture de cet entretien ce qu'elle pense vraiment de l'état de la France et en quoi c'est elle qui est la mieux placée pour diriger cette équipe gouvernementale en pleine période de rumeurs sur le remaniement. C'est tout de même un problème. Oui, mais pourtant, suite à ces émeutes, les émeutes qui ont secoué la France, Elisabeth Borne a vu sa cote de confiance gagner 3 points, 33% de bonnes opinions devant Emmanuel Macron. Pourtant, semble-t-il, les Français ceux qui ont été en tout cas sondés, pensent qu'elle est efficace. Oui, alors c'est vrai que la cote de l'exécutif remonte un petit peu, notamment ces dernières semaines et après les émeutes, en tout cas, elle s'effondre pas. Mais c'est vrai que ce que vient de dire Richard Verly est très juste. Il n'y a pas une seule proposition dans l'interview d'Elisabeth Borne dans Le Parisien. Donc elle n'agit pas du tout en tant que décideuse politique. Alors oui, les Français sont plutôt au rendez-vous. Elle a une cote de confiance qui repart un tout petit peu à la hausse. Je pense que c'est notamment dû parce que après les émeutes, les Français ont plutôt eu l'impression que le gouvernement, l'exécutif n'avait pas si mal géré que ça le retour à l'ordre et le retour à l'ordre républicain. Donc l'exécutif ne sort pas trop abîmé de cette séquence-là, mais encore une fois, de l'interview d'Elisabeth Borne dans Le Parisien et à la veille de la fin de ces 100 jours, il n'y a pas de nouvelles bornes d'action pour les 100 prochains jours, j'ai envie de dire, jusqu'à l'automne prochain. Et pourtant, elle donne des gages aux Français. Alors, elle promet des moyens massifs pour protéger les Français pendant les 2 jours sensibles. Donc, elle part du 14 juillet, où un décret a été publié qui va interdire la vente, le port et le transport de mortiers d'artifice qui ont été beaucoup utilisés par les émeutiers. Richard Verly, cette fermeté, on vient de le dire, du gouvernement, elle a payé. En étant aussi ferme là aussi, est-ce qu'elle peut parler aux Français ? Parler aux Français, franchement, je ne le crois pas. C'est-à-dire, je ne pense pas qu'elle soit comprise. Et encore une fois, une remontée de cote de popularité de 3 points, est-ce que ça veut vraiment dire quelque chose ? Je pense qu'on peut quand même prendre un petit peu de distance avec ce type d'enquête d'opinion. Non, par contre, là où elle est efficace, c'est qu'elle est une technicienne, une chef d'état-major de la politique décidée d'Emmanuel Macron. Et après tout, c'est peut-être ce que veut Emmanuel Macron. C'est-à-dire une exécutante en chef opiniâtre, tenace. On sait depuis le départ qu'Elisabeth Borne, ce sont ses qualités, mais quelqu'un aussi qui ne lui fait pas du tout d'ombre. Donc finalement,
c'est peut-être ce casting-là, c'est cet aspect-là qui va justifier éventuellement son maintien à la tête du gouvernement, mais ça reste compliqué, sachant que par ailleurs, elle a maintenant, je pense notamment à Gérald Darmanin, des ministres qui veulent exister par eux-mêmes et qui sentent qu'ils n'ont pas besoin d'elle pour exister sur le champ politique de l'après-émeute. Oui, effectivement, certains analystes, enfin experts, disent que c'est le week-end ou jamais pour décider un remaniement. Il ne se passe pas grand-chose. Il y a le 14 juillet qui arrive, il y a le sommet de l'OTAN qui arrive. Donc pour vous, je vous pose la question à tous les deux, là, le remaniement, pour vous, ne vous semble pas, ou alors ce sera à la marge, mais vous ne semble pas d'actualité? En tout cas, oui, moi je pense que ce sera plutôt effectivement à la marge. On va faire sortir quelques ministres qui sont abîmés, comme Marlène Schiappa, voilà, qui sort très abîmée de la séquence et de la commission d'enquête du Sénat sur le fond Marianne. Pape Ndiaye également à l'éducation, qui n'a pas vraiment pris ses marques, qui a du mal à faire exister ses dossiers. Et on voit bien que l'éducation est un chantier prioritaire, avec notamment ce qui s'est passé là dans les quartiers, et des jeunes encore trop nombreux dans ces quartiers-là qui sortent du système de l'éducation nationale. Donc voilà, donc ça sera peut-être un remaniement à la marge comme ça, mais je ne vois pas Emmanuel Macron changer tout son gouvernement, d'autant que les postulants à Matignon sont certes quelques-uns, mais bon, il n'y a pas non plus beaucoup de personnes de tête nouvelle à faire entrer. Richard Verly, vous partagez cette analyse? Ouais, je mettrais juste un bémol. Il y a quand même une séquence à laquelle Emmanuel Macron doit dès maintenant commencer à penser très sérieusement, c'est les élections européennes de juin 2024. Ça paraît loin, mais en fait c'est très près. Il y a tous les scrutins européens en ce moment montrent la montée très forte de la droite nationaliste. Donc pour le coup, politiquement, c'est peut-être le moment de relancer la machine et d'avoir une équipe, je dirais, de combat pour cette échéance politique européenne. Maintenant, le moment n'est pas très bien choisi après les émeutes. Après tout, il peut très bien faire les choses en deux temps. D'abord faire sortir des ministres qui posent problème et pourquoi pas un remaniement à la rentrée ou à l'automne, cette fois avec un impératif, c'est faire un bon résultat aux européennes de juin 2024. Alors vous évoquez les européennes. Il y a un sondage qui est là aussi sorti sur les enjeux prioritaires et ça ne va pas vous surprendre. La sécurité et l'immigration arrivent en tête, semble-t-il, des enjeux prioritaires en France. Donc ça, c'est comme vous le dites, effectivement, ça parle à la droite nationaliste, ça parle au Rassemblement national. Oui, ça fait directement suite à ce qui s'est passé ces derniers jours et aux violences urbaines. Effectivement, la sécurité et l'immigration remontent en flèche, ça c'est pas étonnant, et du coup le pouvoir d'achat est un peu moins fort dans l'état d'esprit des Français. C'est vrai que ce sondage Odoxa Opinionway, pardon, qui est pour le Parisien d'hier. Exactement, montre que toutes les questions sécuritaires sont remontées en flèche dans l'état d'esprit des Français, montre effectivement une demande d'ordre républicain très forte, qui sera sans doute incarnée effectivement beaucoup plus par la droite que par la gauche. Quand on voit notamment comment ont réagi les députés de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, pendant toute cette séquence des émeutes. En revanche, est-ce que les Français vont être sensibles à la floraison de propositions très identitaires que proposent les Républicains? Il va falloir voir effectivement s'ils sont sensibles à tous ces arguments-là. Alors effectivement, il y a eu des marches, en tout cas hier, des marches contre les violences policières. Il y en a une notamment qui a retenu l'attention puisqu'elle était interdite. C'est celle en la mémoire d'Adama Traoré, ce jeune homme qui est mort en 2016 après son interpellation par les gendarmes. Alors 2000 personnes ont participé donc à cette manifestation qui a lieu place de la République à Paris. Et parmi les manifestants, il y avait des élus, notamment des élus de la France Insoumise. Je vous propose d'écouter Mathilde Panot, qui est présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale. Ceux qui sortent du champ républicain, c'est ceux qui n'ont pas un mot à dire lorsque deux syndicats de police, Alliance Police et l'UNSA, disent qu'ils sont en guerre contre une partie de leur population et parlent de vermine en parlant d'une partie de la population, et ils n'ont pas un mot à dire sur une police qui est une police factieuse. Regardez dans quelle situation démocratique nous sommes en France. Une conférence de presse pacifique a lieu. De l'autre côté, vous avez des policiers qui sont en train d'encercler de partout et qui empêchent les gens de passer. Trouvez-vous que ça, c'est à l'image d'une démocratie? Eh bien, je ne crois pas. Et ceux qui organisent cela aujourd'hui sont ceux qui sortent du champ républicain. Nous défendons la République ici. Et la République, c'est d'abord de dire que quelle que soit votre langue, votre couleur de peau, votre religion, réelle ou supposée, vous êtes un enfant de la République et vous êtes un Français à part entière. Richard Verly, une réaction à ce que vient de dire Mathilde Panot, effectivement à cette prise de position surtout de la France Insoumise.
Écoutez, je crois que la France insoumise, de toute manière, elle sort quand même bousculée, un peu abîmée par cette séquence des émeutes où on a bien vu que son positionnement est compliqué, ambigu, notamment vis-à-vis des forces de l'ordre, mais en même temps, il y a un pari électoral dans le discours de Mathilde Panot. C'est celui d'incarner effectivement les forces, on va dire, de l'insoumission, insoumission républicaine, les forces qui refusent l'autoritarisme ambiant. Ça peut payer, il faut quand même le reconnaître, auprès d'un certain public. Après, quand vous regardez l'Europe, si on prend un peu de distance, il y a des élections espagnoles qui arrive le 23 juillet et l'extrême droite est très forte dans les sondages. On a vu qu'aux Pays-Bas, le Premier ministre néerlandais vient de démissionner parce que sa majorité s'est fracturée sur la question de l'immigration alors que lui propose de hausser le ton, c'est-à-dire de bloquer davantage les flux migratoires. Donc c'est effectivement autour de cette question migratoire-sécurité qu'aujourd'hui les choses se jouent politiquement. La France insoumise veut incarner le parti en quelque sorte de la rébellion, du refus de l'autorité. C'est très risqué, en tout cas ça la cantonne à un segment bien particulier de la population. Perrine Tharnaud, vous êtes d'accord, c'est très risqué de la part de la France insoumise? C'est très risqué, c'est même très rabougri en termes d'électorat, le jeu auquel joue en ce moment la France insoumise et Jean-Luc Mélenchon. J'avoue que je trouve ça un peu choquant que des élus, des députés aillent défiler dans la rue quand il y a des slogans qui sont prononcés tels que la police tue ou tout le monde déteste la police. Je reprendrai les mots de la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, aujourd'hui, qui s'est dit atterrée en fait par la participation de députés à cette manifestation. Je pense que la séquence aujourd'hui... Il faut un peu de calme, un peu d'unité. Est-ce qu'il fallait l'interdire, cette manifestation? Il y a même le président. Oui, elle a été interdite, mais est-ce qu'il fallait vraiment l'interdire? Le président de la Ligue des droits s'en émeut en disant que on est quand même dans un pays où pourquoi on interdirait de manifester, même au vu de ce qui se passe, ce qui s'est passé la semaine dernière. Il est certainement dans son rôle. Après, la préfecture et puis la justice ont estimé qu'il y avait manifestement des troubles à l'ordre public possible. Voilà. Donc ça, c'est à la justice de trancher. Et elle a tranché en faveur d'une interdiction de cette manifestation. Après, le rôle de la France insoumise reste quand même assez particulier. Effectivement, tourné vers un électorat qui me semble, moi, de plus en plus mince. Il vise quoi? Il vise les jeunes des quartiers, notamment, dont on sait qu'ils ne vont pas se rendre aux urnes. Oui. Il joue quoi? Un rôle, effectivement, d'insoumission. Mais pourquoi? On vit quand même pas dans un État terroriste, donc on n'est pas dans une dictature, donc en fait ça me semble un peu compliqué comme jeu. Richard Verly, juste cette question effectivement d'une restriction des libertés, certains s'en inquiètent, à tort ou à raison? A raison. Je pense que la question, elle doit être posée. Quand on regarde la France vue de l'étranger, il y a une inquiétude par rapport à un dispositif policier, un dispositif sécuritaire qui, jusqu'à maintenant, il faut bien le dire, n'a pas prouvé. Il a prouvé son efficacité en termes de rétablissement de l'ordre public, mais pas du tout en termes d'obtenir la concorde républicaine, en quelque sorte. Donc, il faut que le questionnement sur l'attitude de la police française, qui a été mise en cause par différents rapports internationaux, il faut que ce questionnement existe. Mais de là à parler, comme Mathilde Panot l'a fait dans l'extrait qu'on a vu, de police factieuse, c'est-à-dire d'une police qui voudrait prendre le pouvoir, il y a un fossé énorme. Donc moi je pense que oui, la question doit être posée, mais sûrement pas de cette manière, parce que quand Mathilde Panot parle, ce n'est pas une question, c'est une accusation. Et vous qui êtes à Vilnius, est-ce que vous pensez que ça peut peser au sommet de l'OTAN sur l'image de la France, sur les propos d'Emmanuel Macron? Écoutez, je répondrai oui. Ça ne pèsera pas, bien sûr, sur le résultat du sommet, sur la contribution de la France au sommet. La France est un des principaux membres de l'Alliance. Et bien évidemment, il y a une différence entre, je dirais, la politique internationale et la politique domestique. Mais vous l'avez dit tout à l'heure, l'un des chefs d'État les plus véhéments, les plus présents en ce moment sur la scène, c'est le président polonais. Le président polonais, il a des différends connus avec Emmanuel Macron. Et donc oui, Emmanuel Macron est dans une situation compliquée parce qu'il apparaît comme un chef de l'État qui est bousculé dans son pays, qui n'arrive pas à affirmer son autorité. Et quand vous êtes dans une enceinte militaire, je le rappelle, l'OTAN c'est une alliance militaire, bien évidemment la question de l'autorité, de votre capacité à incarner l'autorité, elle est directement posée. Donc c'est un Emmanuel Macron affaibli qui va arriver à Vilnius mardi. Perrine, juste le mot de la fin.
Oui, effectivement, ça fait 2 séquences, celle des retraites, celle des violences urbaines où Emmanuel Macron et l'image de la France sortent tous les deux assez affaiblis. Et également, les dirigeants européens savent qu'Emmanuel Macron n'a plus de majorité à l'Assemblée nationale, n'a qu'une majorité relative. Donc effectivement, son image en est un petit peu ternie. Et bien sûr, nous allons suivre ça dans 64 minutes. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce dimanche en politique.